Thierry Lefebvre, bonjour. Vous Bonjour. êtes ingénieur, passionné de mathématiques et vous nous plongez aujourd'hui en 1962 avec un roman en URSS. Ça s'appelle La conjecture des hirondelles, un thriller scientifique où l'on croise le KGB, les premiers ordinateurs et un jeune mathématicien ukrainien dont le destin va basculer. C'est un 3 tomes et là aujourd'hui c'est l'édition finale. Combien de temps vous avez pris à écrire ce roman ? 3 ans, une année par saison, appelée saison à la place de tome. Et en fait, le premier tome, c'était avant le conflit russo-ukrainien. Et au milieu du deuxième, il s'est passé l'actualité malheureuse, évidemment. Justement, on va y revenir à cette actualité. Et c'était en fait assez raccord avec ce que j'avais commencé sur le tome 1. Alors, le titre, et j'ai fait le lapsus, on dit conjecture. En mathématiques, c'est une hypothèse non encore prouvée. Pourquoi vous avez associé de cette rigueur scientifique avec les hirondelles, qui est plutôt poétique ? Alors, les hirondelles, c'est un titre à double sens. On découvre le sens caché vraiment dans le dernier chapitre. Mais en fait, la conjecture en question, c'est un petit jeu avec des nombres. Et les nombres, ils viennent à des altitudes différentes, d'où l'analogie avec les hirondelles. Alors, nous sommes à Moscou en 1962, c'est ce que je disais. Votre héros, il s'appelle Alexei. C'est un jeune Ukrainien, un génie, qui va être un petit peu tiré par l'URSS pour essayer de prouver la supériorité soviétique en informatique face aux Américains. Est-ce que votre livre, c'est un petit peu un Rocky, mais à la place des gants, il y a des ordinateurs ? Tout à fait, on pourrait le qualifier comme ça. Et les ordinateurs, alors c'est les ordinateurs de l'époque. Alors, je n'irai pas dire que j'ai connu, mais j'ai pratiqué les ordinateurs avec carte perforée, enfin bref, des ordinateurs qui ne tiendraient pas dans le studio et qui n'avaient pas la puissance d'un smartphone. Donc, c'est tout un vécu aussi que j'ai redétaillé avec le cryptage, l'encodage, les dactylos qui tapaient les programmes et pas les programmeurs, enfin bref, c'est tout un monde que j'ai plus ou moins connu dans les années 70, moi, un peu après. Et pourquoi vouloir le raconter en livre ? Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette histoire ? Ça, c'était... Alors moi, ce que je voulais parler, c'était la liberté. Ça tombait bien, on était en plein Covid. Donc j'étais confiné, comme tout le monde, et je me suis dit, la liberté, c'est quelque chose d'assez abstrait, mais on en perçoit vraiment le sens que quand on en est privé. Quand on en jouit, on ne s'aperçoit absolument pas de la liberté. Et donc, pour situer le roman, je me suis dit, je vais aller dans un pays où il y en avait très peu, voire pas du tout. Et je me suis donc placé en URSS dans les années 60. Et à bien y réfléchir, nous, pendant le Covid, on était essentiellement privés de liberté de mouvement. C'était la liberté de mouvement qui était atteinte. Mais les soviétiques, eux, c'était en plus de la liberté de mouvement, ils avaient la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression et même la liberté de culte. Effectivement, donc, on le sent dans le livre. C'était dans une autre dimension encore. Voilà, donc c'est un peu le fil conducteur, c'était ça. Et puis après, je me suis dit, les mathématiques, c'est ma zone de confort. Et allons-y sur les mathématiques. Alors justement, cette partie mathématique, au-delà du fait que la liberté, effectivement, c'est un luxe dans ce livre-là, vous avez toute une partie sur les mathématiques scientifiques qui est très documentée. Comment on arrive à faire contrebalancer justement ce côté mathématique très cartésien, très carré, très renseigné, et en même temps la fiction, la poésie d'un roman ? Alors un de mes objectifs aussi, c'était de réconcilier un petit peu les scientifiques et les littéraires. Le grand débat de Parce toujours. Que les scientifiques lisent peu, ça c'est un drame, et les littéraires, dès qu'on entend parler de maths, ils ont les cheveux qui se dressent. Donc c'était un pari, et je me suis dit, si j'arrive à réconcilier quelques-uns et les faire changer de camp, pourquoi pas, ce serait formidable. Donc je me suis mis à l'intersection des deux domaines. Donc à la fois littéraire, parce que c'est vraiment un roman, je ne prends pas la tête des lecteurs avec des équations, hein. C'est des phrases, des mots. Et en même temps, les scientifiques y trouvent leur compte, parce que c'est assez poussé dans les détails sans prendre la tête, les détails sont vraiment travaillés.
On en parlait tout à l'heure, votre livre aujourd'hui résonne avec l'actualité. Voilà, aujourd'hui, on est sur effectivement un conflit. Et vous, quand vous l'avez écrit, vous n'étiez pas encore dans ce conflit-là. Aujourd'hui, comment vous le voyez, votre livre, avec ce recul, avec cette actualité Russie-Ukraine? Ah, bon, c'est bien dommage, mais en même temps, c'était une chance pour le livre, parce que l'histoire rejoint la réalité. Hein. Et le conflit russo-ukrainien est vraiment un grand malheur, parce que les Ukrainiens n'y sont pour rien, les Russes non plus. C'est essentiellement leurs dirigeants qui sont en cause. Et c'est ce qu'on sent un petit peu dans le livre, finalement. D'ailleurs, il y a une couverture du livre qui est la basilique Saint-Basile. C'est une Russe qui me l'a offert. Donc je l'ai retravaillé un petit peu en Photoshop. Mais en fait, cette femme-là, j'ai eu l'occasion de correspondre avec. Et elle est mariée à un Ukrainien. Elle est russe, elle est mariée à un Ukrainien. Et ça, à chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule. Elle a 2 enfants, un de 21 et un de 23 ans. Et ils ont été enrôlés dans l'armée, un dans l'armée russe, l'autre dans l'armée ukrainienne. Donc se battent aujourd'hui sur le front. Ils se battent entre eux. C'est assez compliqué, effectivement. Et c'est tout ce que vous racontez. On le sent dans le livre, effectivement, cette tension entre ces 2 peuples. Ce livre-là a été nommé dans de nombreux prix, a reçu ce prix qu'on voit, le prix Gilles Laporte, qui est sur ce plateau-là. Aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi qui fait le succès de ce livre? Pourquoi il est autant nommé dans les prix littéraires? Alors, l'intérêt, c'est qu'il a plusieurs angles d'attaque. Par exemple, le prix Gilles Laporte, clairement, c'est la qualité historique, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le détail, et surtout sur une période mal connue et dans un pays mal connu. C'est très difficile de trouver de la documentation, ne serait-ce que pour savoir comment les Russes faisaient pour prendre le train, comment ils achetaient leurs billets, comment on leur autorisait à prendre le train. C'est déjà tout un problème de savoir ça. Le deuxième angle d'attaque, c'est le côté littéraire et humaniste. Donc ça, c'est beaucoup la raison du prix Victor Hugo, enfin de la mention spéciale du jury. Hein, le prix, c'est quelqu'un d'autre. Moi j'ai eu une mention spéciale. Enfin, le dernier, celui dont je suis le plus fier, c'est le prix Tangente des lycéens. Et ça, c'est vraiment pour les qualités pédagogiques du livre. Puisque c'est un livre, le prix Tangente, on ne postule pas. On est désigné par un jury d'experts. On n'est que 8 en France. Et donc, c'est environ 1000 lycéens, enfin en tout cas plusieurs centaines, qui vont le lire et le juger. Le verdict tombera en juin 2026. Donc c'est la dernière date butoir que vous attendez pour ce livre. Pour l'instant, je suis sélectionné. Dernière question rapidement, quelle est la suite un petit peu pour vous? Est-ce que vous avez d'autres projets, peut-être une suite? Alors je suis plutôt du genre à avoir 1000 idées par jour. Donc j'ai beaucoup d'ouvrages en cours. J'en ai certains qui vont intéresser personne, certainement. Parce que très scientifique, parce que... Plutôt technique, oui. Donc ça, c'est un petit peu pour me faire plaisir, moi. Mais j'en ai d'autres aussi. J'ai des idées que je ne dévoilerai pas, mais qui pourraient être très porteuses. Et votre prochaine date de dédicace, c'est à Dijon? C'est ça, Dijon Cultura, le 9 mars, de 10h à 18h, je crois. Donc c'est Cultura, quoi. Comme ça, les gens pourront vous rencontrer et se faire dédicacer. Merci d'avoir été avec nous.